Malnette frissonnait, tirant sur l'amulette d'argent qui pendait à son cou sous son mince corselet de soie et de cuir. Un hiver à Guiran, était-ce une malédiction ou simplement une malchance insensée? Elle aurait eu autant de chances de voir la neige tomber sur le plateau de Flamescar ou un soleil de plomb écraser Agnar. Gotrek grogna sans se retourner. L'elfling pourrait toujours essayer de fermer sa grande bouche. Ça garderait la chaleur, et qui sait, ce sinistre gris-gris qu'elle portait finirait peut-être par lui répondre si elle lui en laissait l'occasion. Malnette lâcha l'amulette, mécontente que Gotrek ait non seulement remarqué sa présence, mais peut-être aussi entendu ses murmures à son encontre. Il lui arrivait de se demander si son attitude de misanthrope aviné et grossier n'était pas une façade destinée à lui faire oublier la rune des pyrotueurs incrustée dans sa poitrine. Mais non, personne ne pouvait être aussi subtil. Ils auraient pu être dans un aéronef à l'heure qu'il était, soupira-t-elle. Le nain lui demanda si elle croyait qu'il ferait plus chaud là-haut, au milieu des nuages. Elle haussa les épaules en marmonnant à voix basse, hors de portée de Louis du Duardin. Peut-être pas, mais son supplice aurait été plus bref. Ils avaient quitté les collines accidentées des bois Nevergreen depuis des heures. Sous eux, l'immense verdure de Hammer Olgera s'étendait comme un océan sans fin, aujourd'hui dissimulé par la densité de la forêt et les tourbillons de neige. Toujours le même problème avec les elfes. Rien que de la peau pâle sur des os fragiles, lança Gotrek en escaladant le sentier escarpé avec une aisance vexante. Malnette plissa les yeux de contrariété en fixant le dos tatoué du Duardin. Il se mouvait avec la force inébranlable d'un roc, ses doigts puissants trouvant prise dans les racines gelées et la terre durcie, là où elle ne voyait qu'un mur infranchissable. Il ne semblait même pas ressentir le froid, malgré ses grognements constants, se plaignant d'une fraîcheur à peine digne d'un printemps dans quelque carasse quoi que ce soit dont seul lui se souvenait encore. C'en était presque pitoyable, si ce n'était pas si insupportable. Elle, en revanche, était trempée, couverte de boue, et transie jusqu'aux os. Elle grinça des dents. Un jour, Gotrek, fils de Gurney, elle lui arracherait le cœur et... Soudain, son pied glissa. Elle poussa un cri en dégringolant la pente, son corps percutant troncs et racines. Seule la robustesse de son armure de cuir lui évita des blessures plus graves. Dans un réflexe désespéré, elle planta son avant-bras dans l'écorce gelée d'un arbre, stoppant sa chute d'un coup si brutal qu'elle crut que son épaule se déboîtait. Elle resta suspendue un instant, haletante, avant de souffler un juron. En haut du sentier, Gotrek lui lança qu'il n'avait pas entendu ce qu'elle disait avec tous ses couinements. Malnette serra les poings et se redressa, époussetant rageusement la mousse et la neige accrochée à son armure. Si seulement Gotrek l'avait écouté dès le début, il serait à Aziraïm en cet instant, attablé auprès du grand théogoniste, au lieu de grelotter dans cette maudite forêt. Elle lui demanda de lui rappeler ce brillant plan qu'il avait concocté alors qu'il était saoul et enfermé dans une cellule. Si un nain voulait parler à un arbre sacré pour retrouver ses haches perdues, c'était son affaire, répliqua Gotrek. L'elfe devrait approuver, non, et de toute façon, personne ne lui avait demandé de venir. Elle roula des yeux. Gotrek s'était mis en tête qu'un ancien, nommé Rusgael, pourrait lui révéler l'emplacement de ses armes. Après tout, les Sylvanettes les plus anciens détenaient des souvenirs remontant au dernier jour du monde qui fut, ou du moins c'est ce qu'un ivrogne quelconque lui avait dit. Mais Malnette, elle, avait une mission bien plus concrète. Ramener la rune maîtresse des Unbaki à Sigmaron au plus vite. Sauf que la rune était désormais fusionnée à la chair de Gotrek, et rentrer les mains vides ne l'enchantait guère. Ses patrons étaient puissants, mais ses ennemis l'étaient tout autant, et dans les rues infinies et sombres de la cité éternelle, les erreurs se payaient cher. Elle n'avait pas quitté le temple de Keilbronn en bons termes. En vérité, personne ne quittait ce temple, sauf par la volonté de Kain. Alors, tant que Gotrek ne tombait pas face à un adversaire plus fort que son arrogance, ou qu'elle ne trouvait pas un poison assez puissant pour percer sa constitution légendaire, elle était contrainte de rester à ses côtés. Gotrek redescendit la pente en faisant craquer la neige sous ses bottes. L'humiliation fit fulminer l'elfe. Il remarqua qu'elle devenait toute bleue. Elle rétorqua que lorsqu'ils avaient quitté Hammer Olgera, c'était encore l'été. Des montagnes, certes, mais toujours en Guiran. Elle ne s'était pas habillée pour la neige et la glace. Gotrek croyait que l'amertume coulait dans le sang des elfes noirs, que le froid éternel vivait dans leurs os. Malnette grimaça. Elle était née dans l'allée des bourreaux, à Aziraïm, sous les mêmes étoiles qu'un million d'autres. Elle n'avait jamais vu un autre royaume, encore moins ce froid éternel, jusqu'à ce que la dame Witchblade l'envoie à Shamon afin qu'elle offre sa première vie au dieu du meurtre. Gotrek inspira bruyamment, gonflant sa poitrine comme s'il voulait engloutir tout l'air des montagnes. Sa chaîne nasale tinta comme un carillon de berserker. De la neige s'effondra de sa crête orange démesurée et s'éparpilla sur ses épaules. Lui aimait bien ça, grogna-t-il en regardant autour de lui. Ça lui rappelait les hautes pentes du sommet éternel, près de la source de la rivière du crâne quand il était un jeune nain. Il renifla, sauf qu'il y avait trop d'arbres, évidemment. Il faudrait les couper, tailler de la pierre, bâtir une grande salle, élever des chèvres.
Il hocha la tête, l'air pensif, comme si pour une fois, une idée véritable flottait quelque part derrière son œil injecté de sang. Le tueur aurait presque pu imaginer un clan de nains des collines ici. Pauvres creuseurs de terre et éleveurs, certes, mais respectables. Malnet, irrité, secoua la tête. Cet hiver n'avait rien de naturel. Gotrek haussa les épaules en soupirant. Les elfes. S'ils voyaient deux porcs pisser sur le même brin d'herbe, ils y liraient un présage. Malnet serra les poings. Les saisons ne changeaient pas au hasard à Gyrad. Elles suivaient l'humeur de la reine radieuse. C'était elle qui faisait éclore les fleurs ou enfermait ses royaumes sous la glace pour des générations. Résignée, elle suivit Gotrek qui remontait le sentier escarpé. Tandis qu'ils avançaient, le nain se lança dans l'un de ses interminables récits, cette fois sur Eratosthenion, un explorateur d'antan qui avait bravé les océans à bord d'un navire dragon pour mesurer le monde. Malnet, elle, se demandait s'il était encore possible d'embarquer sur le navire de ce Osthenson et échapper ainsi à ce supplice. Gotrek, lui, grognait contre l'instabilité des dieux, regrettant un monde régi par les lois de l'ingénierie plutôt que par des caprices divins. Soudain, le vent glacé qui sifflait à travers la forêt sembla porter une étrange mélodie. Malnet s'arrêta, attentive. Ce n'était pas juste le vent, c'était le chant de la vie de la forêt, et il avait changé. Elle réalisa que les sylvanettes avaient enfin pris note de leur présence. Elle fit un pas en arrière, et juste en même temps, des silhouettes émergèrent des arbres. Les dryades apparurent, des figures féminines sculptées dans le bois, couvertes de lierre et de givre. Leurs mouvements étaient raides, comme si le froid avait figé leur sève, mais elles avançaient néanmoins, leurs soupirs gelés formant un cœur lugubre. Malnet s'éloigna discrètement de Gotrek. Ce dernier, loin d'être intimidé, cracha au sol en les voyant. Des dryades, enfin un combat digne de ce nom. Les esprits murmurèrent d'une seule voix, appelant leurs sœurs à les rejoindre. Bien que l'hiver glaçait leur cœur, le corps de Kurnot retentissait. Une chasse sauvage était appelée. Malnet jura intérieurement. Une chasse sauvage signifiait que tous les sylvanettes de la forêt se mobiliseraient contre eux. Gotrek, lui, n'y voyait qu'une nouvelle occasion de combattre. Sans attendre, il leva son immense hache et la battit sur une dryade, la réduisant en charbon ardent d'un seul coup. C'était parfait. Il faisait froid et ils avaient besoin de bois de chauffage, déclara-t-il en ricanant. Rapidement, il fut cerné par les esprits sylvestres qui se jetaient sur lui avec une ferveur suicidaire. Malnet se retrouva également prise au piège. Une dryade l'attaqua, griffes tendues. L'attaque était lente et prévisible, et Malnet la dévia facilement avant de riposter. Mais sa dague rebondit sur l'écorce glacée de la créature sans lui infliger la moindre blessure. Gotrek fendit la dryade d'un coup de hache par derrière, la réduisant en flammes. Tuer des dryades, c'était un travail pour une hache. Malnet prévint alors Gotrek. Les sylvanettes étaient liées par leur chant. Ce qu'une ressentait, toutes le ressentaient. Parfait, s'exclama le nain en brandissant son arme face aux esprits encerclants. C'était tout ce que cette forêt avait à lui offrir. Il avait affronté des hivers plus rudes en Kislev et en Orska. Les vents glacés pouvaient venir, il ne blesserait pas ce nain. Comme pour répondre à son défi, une nouvelle note lugubre résonna dans la forêt. Les arbres s'écartèrent et une immense silhouette apparut. Elle ressemblait aux dryades, mais mesurait 3 fois leur taille. Son écorce sombre était marquée de symboles verts pulsants d'énergie, et elle portait une épée de bois massif, bien plus grande que la hache de Gotrek. Une grande corne de chasse pendait à son cou, et elle s'adressa aux intrus d'une voix résonnante. Qui osait amener le feu dans les clairières sacrées des Kuetner? Quelle créature traquée était assez folle pour croiser le chemin de la chasseuse de Kurnot? Un sourire féroce se dessina sur le visage de Gotrek. Il fit savoir qu'il ignorait que les dryades pouvaient devenir aussi grandes tout en serrant sa hache. Celle-ci était à lui. Le tueur se jeta dans la bataille avec un rugissement. Face à lui, la gigantesque dryade, vibrante d'énergie, semblait appeler la forêt à elle. Les arbres gémirent en écho à son chant de guerre. Elle leva son épée et déclara être Druantel, maîtresse de chasse des esprits liés. Elle offrirait la carcasse du nain au père des âmes. Que son sacrifice plaise à la reine vivante et l'incite à lever l'hiver des Kuetner. Gotrek éclata de rire, et sa hache enflammée rencontra la lame sylvanette dans une gerbe d'étincelles. Malnet tenta de suivre leur affrontement, mais elle dut vite se concentrer sur sa propre survie. Les dryades fondaient sur elle en masse, leurs griffes de bois durcies cherchant à l'arracher en morceaux. Même si cette Druantael parvenait à tuer Gotrek, pensa-t-elle en esquivant une attaque, cela ne finirait pas bien pour elle non plus. Elle pouvait aisément distancer les dryades engourdies par le froid, mais la maîtresse de chasse, non, elle ne pouvait pas risquer de laisser la rune maîtresse tomber entre ses griffes. Elle cria à Gotrek d'utiliser la rune. Celui-ci rétorqua qu'il n'avait pas besoin de ses conseils, et encore moins de son aide, tout en enfonçant Druantael vers les arbres. Sa hache brûlait plus fort, et déjà, la poitrine de la grande dryade commençait à noircir. Mais quelque chose d'autre se passait. La rune sur la poitrine de Gotrek brillait avec une intensité nouvelle.
projetant des ombres mouvantes sur les troncs environnants. Malnette perçut alors une voix dans son esprit, un grondement profond, semblable au rugissement du magma brisant la roche, au fracas du métal chauffé sous le marteau d'un forgeron. Elle frissonna. La rune parlait. Elle n'avait jamais fait cela auparavant. Non, hurla Gotrek. La lumière dorée qui irradiait de sa poitrine vacilla. Il serra les dents, rejetant une partie de la puissance de la rune dans le métal de sa hache. Druantael recula, son corps se recroquevillant sous sa propre ombre mouvante. Sa poitrine était noircie, son épée fumante. Quelle union contre nature de chair et de feu ce Duardin était-il donc? Gotrek la repoussa encore, mais Malnette vit qu'il se retenait. Autant d'efforts pour combattre qu'il en mettait à réprimer la rune. Elle lui urgea de tuer la maîtresse de chasse en utilisant la rune. Alors, Druantael poussa un cri de défi. La chasse ne s'arrêterait pas tant que sa proie n'était pas écorchée et offerte sur la table de Kurnot. Le nain devait partir, où il serait broyé sous les crocs et les sabots de la chasse sauvage. La reine éternelle chantait l'hiver, et son feu ne serait pas toléré dans les clairières sacrées des Kuetner. Elle porta son corps à ses lèvres et en sonna un long appel funèbre. En un instant, les dryades encore en vie s'enfuirent, se fondant dans la forêt comme neige sous la pluie. Un silence presque irréel s'abattit sur les bois. Seul le vent continuait à murmurer son chant moqueur entre les branches. Malnette rengaina ses dagues et se précipita vers Gotrek. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, grogna-t-il. Il n'allait pas les suivre dans la forêt. Le prenait-elle pour un fou? La Kainite demanda si elle devait vraiment répondre à cette question. Peu importait pour le nain. De toute façon, il avait les jambes en feu après cette ascension. Malnette ouvrit la bouche pour demander si Gotrek comprenait les paroles de la Kurnoti, mais un raclement de gorge l'interrompit. Elle pivota, dague dégainée, pour voir un nain barbu en manteau rouge et côte de maille sortir du sous-bois, les mains levées en signe de paix. Il avait une barbe blanche et un sourire goguenard. Comment un tel guerrier, aussi bruyant qu'une forge ambulante, avait-il réussi à s'approcher sans qu'elle le remarque? Pire, comment avait-il évité la chasse sauvage? Sans réfléchir, l'elfe fonça sur lui, bondissant à la dernière seconde pour frapper avec la plante de ses pieds. L'impact envoya l'inconnu à terre dans un souffle rauque. Malnette atterrit sur lui, une dague pressée contre son cou. Le nouveau venu lui dit d'y aller doucement et de faire attention à sa barbe. Elle répliqua qu'elle visait sa gorge. Abîmer sa barbe ne serait qu'une insulte supplémentaire. Le nain tenta de protester, mais elle enfonça un peu plus la lame. Il devait lui donner une bonne raison de ne pas offrir son sang à Kain. Il jeta un regard en direction de Gotrek, qui semblait peu concerné par la scène. Malnette demanda s'il avait organisé l'attaque des Sylvanettes, ou s'il savait simplement qu'elle arriverait. Était-il un pyrotueur déguisé venu réclamer la rune, ou bien un agent du Seigneur Gris? Ça suffit, Elfling, intervint Gotrek. Elle croyait que tout le monde courait après cette foutue rune. Malnette rétorqua qu'elle croyait qu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait qu'après l'aventure de Gotrek avec Utan Barrowalker, elle déciderait qui il pouvait croire ou non. Le tueur se renfrogna. Il lui avait dit de ne plus jamais prononcer ce nom en sa présence. Si elle pouvait ranger ce couteau, l'inconnu pourrait s'expliquer, fit ce dernier. Il ne les suivait pas. Il savait déjà où ils allaient. Malnette, abasourdie, cligna des yeux. Voilà, Elfling, dit Gotrek en croisant les bras. Maintenant, elle pouvait le lâcher. Ils avaient un arbre à trouver, et ce n'était pas une façon de traiter un ancien. Malnette gronda. Si quelqu'un ne lui expliquait pas immédiatement ce qu'il se passait, elle commencerait à trancher des gorges et elle verrait bien où cela mène. C'était Whitrom, déclara Gotrek, ou Wirtrom en ancien Casalide, barbe blanche. Malnette demanda si elle était censée savoir qui c'était. Gotrek lui dit que c'était le longue barbe dont il lui avait parlé, celui qu'il avait rencontré dans ce foutu cachot d'Amerolgira. L'elfe fixa Gotrek avec incrédulité. Une fois encore, le nain tueur lui avait caché des informations essentielles. Il prétendait avoir déjà mentionné ce Whitrom, mais elle n'en croyait pas un mot. Et Gotrek avait simplement invité son compagnon de beuverie à se joindre à leur quête pour trouver une arme divine, siffla-t-elle. Whitrom, toujours allongé sous le poids de Malnette, afficha un sourire amusé malgré la lame qui menaçait sa gorge. Il expliqua qu'il croyait faire partie du voyage depuis le début et qu'il avait été vexé de découvrir, après sa libération par la Guilde Libre, que Gotrek et Malnette étaient partis sans lui. Gotrek déclara que Malnette était toujours si suspicieuse. C'était là son problème. Cette dernière n'était pas dupe. Elle méprisait ce Whitrom, un Duardin au souffle imprégné de tabac et de bière, bien trop détendu pour être honnête. Qu'est-ce qui l'avait poussé à les suivre ici, demanda-t-elle. L'aventure, bien sûr, répondit-il avec un brin d'espièglerie. Une dernière grande épopée dans la saga de Whitrom, et peut-être une pincée d'or en prime. L'évocation de l'or piqua immédiatement l'intérêt de Gotrek. Il y avait toujours de l'or quelque part, poursuivit Whitrom en haussant les épaules.
Le tueur exigea alors que Whitrom jure sur la barbe de son père qu'il ne leur voulait aucun mal. Face à cette demande sacrée, le vieux Duardin devint sérieux et prêta serment sans hésitation. Gotrek ordonna aussitôt à Malnette de le relâcher. Elle commença à contester la sacralité de ce serment, mais Gotrek l'attrapa par le col et l'écarta sans effort comme si elle n'était qu'une enfant. Whitrom s'assit, se tapota la poitrine et jura également qu'il n'avait aucun intérêt pour la rune maîtresse que Gotrek portait. Si jamais il y pensait ne serait-ce qu'une seconde, elle lui arracherait un œil, le prévint Malnette. À son grand agacement, Whitrom se contenta de sourire avant d'allumer sa pipe d'un air satisfait. Il faisait frais ici, se contenta-t-il d'observer en soufflant une volute de fumée. Malnette soupira. Il y avait encore des sylvanettes tapis dans l'ombre de la forêt, et eux perdaient du temps avec cet imbécile. Le vieux Duardin déclara à Malnette de ne pas s'en faire. Il était là pour les aider. Il avait déjà rencontré Rufgael. Cette révélation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Rufgael, l'ancien Sylviarque, était une figure légendaire. Malnette le regarda avec méfiance. Whitrom connaissait-il vraiment Rufgael? Le nain acquiesça. Il l'avait aidé autrefois quand ces terres n'étaient qu'un marais. Le Sylviarque se souvenait de sa dette à son égard. Les anciens Sylviarques étaient semblables aux Duardin sur ce point. Ils n'oubliaient jamais. Gotrek hocha la tête, respectueux. C'était bon de voir que certains dans ce monde se rappelaient encore leurs dettes. Malnette restait profondément sceptique et ne faisait toujours pas confiance à Whitrom. Ce dernier sourit d'un air rusé comme si cette méfiance n'était qu'une formalité. Il expliqua alors que Rufgael possédait un avant-poste non loin, mais que leur trajectoire s'en éloignait, probablement à cause de toute cette neige. L'elfe noir pensait plutôt à une ruse des Sylvanettes pour les détourner de leur objectif. Elle avait entendu des histoires où ces êtres végétaux façonnaient la forêt selon leur volonté, créant de faux sentiers pour piéger les intrus. Après les guerres de la vie, les Sylvanettes des Nevergreen avaient eu un accord avec Amerol, expliqua Whitrom. Cependant, quelque chose les avait rendus fous ces derniers temps. Mais Rufgael était raisonnable. S'ils voulaient un entretien avec lui, Whitrom était leur meilleure chance. Malnette tapota le manche de son poignard. Quelle distance jusqu'à son repère demanda Gotrek, toujours avide de combat et de trésors. Whitrom observa les environs, tira sur sa pipe, puis désigna un point vague au loin. Malnette gronda. Pouvait-il être plus précis? Le nain se défendit. Comme il l'avait dit, à l'époque, tout cela n'était qu'un marais. Au loin, un corps retentit dans la forêt, suivi d'un murmure dans les arbres. Malnette frissonna. Cette forêt lui inspirait de plus en plus de méfiance à chaque minute passée en son sein. Mieux valait avancer, trancha Gotrek. Comme toujours, il décidait pour eux deux. Les branches fouettaient le visage de Malnette à chaque pas, griffant sa peau pâle et glacée. Elle serrait les dents, jurant intérieurement à chaque nouvelle entaille. Tentant de se faufiler avec grâce entre les troncs, elle se disait que les deux Duardins brillants qui la précédaient devaient en souffrir bien davantage. Mais cette maigre consolation n'atténuait pas son agacement. Plus il progressait, plus la forêt semblait s'animer. Le vent sifflait entre les branches chargées de neige, portant avec lui un chant fragile, éthéré. Une mélodie ancienne qui résonnait jusque dans son âme elfique, éveillant en elle un instinct primitif. Fuir. Il faisait encore plus froid ici que sur le sentier, lança Gotrek. Whitrom répondit que c'était là l'œuvre de la Reine éternelle. Malnette lança un regard lourd de reproche à Gotrek qui ne prit même pas la peine de s'en soucier. Elle craignait qu'en approchant des clairières du Kuetner, il se rapproche aussi du cœur de cet hiver éternel. Pourquoi la Reine des Sylvanettes enfermerait-elle l'un de ses propres royaumes dans un hiver sans fin? Whitrom intervint. Qui pouvait comprendre les dieux? Gotrek ajouta que c'était sans doute pour cela qu'il s'imaginait pouvoir agir impunément. Soudain, des corps de chasse résonnèrent entre les collines boisées. Ils étaient plusieurs maintenant, encerclant le groupe non seulement par l'arrière, mais aussi devant eux. Malnette, qui avait plus souvent été la chasseuse que la proie, n'aimait guère cette inversion des rôles. Les dryades fermaient les issues, les poussant inexorablement vers les clairières interdites. Pouvait-il encore leur échapper? La chasseresse, Druantael, avait offert à Gotrek une chance de partir. S'il descendait la pente, peut-être croirait-elle qu'il fuyait vers Amerolgira. Gotrek cracha, plutôt mettre le feu à sa propre barbe que laisser cette harpie sylvestre penser cela. Malnette rétorqua que personne ne se souciait de ce que la dryade pensait, du moment qu'eux restaient en vie. De toute façon, il était trop tard, assena Whitrom. Malnette avait entendu Druantael, la chasse avait commencé, et elle ne s'achèverait que lorsqu'il serait mort. Malnette lui jeta un regard acéré. Était-il toujours heureux d'être venu? Mieux valait mourir dans ces bois en bonne compagnie que dans un caniveau d'Amerol, répliqua le Duardin. Gotrek indiqua qu'il avait bien aimé ce caniveau. Malnette roula des yeux. Il n'avait décidément pas la même définition de la survie. Whitrom demanda à l'elfe noir d'accélérer un peu, toujours sa pipe au coin des lèvres.
Malnette rit sans joie. Elle ne tiendrait pas longtemps à ce rythme. Ces elfes, pas d'endurance, se moqua Gotrek. Le tueur pariait que l'elfe ne pouvait même pas grimper une colline sans s'arrêter pour reprendre son souffle. Tout à coup, un corps retentit, plus proche. Dans les branches chargées de neige, une ombre glissa, trop furtive même pour les yeux aiguisés de Malnette. Les arbres frémirent, moins sous l'effet du froid que dans une anticipation sinistre. Malnette accéléra, refusant de mourir sur ses pentes simplement parce que Gotrek Gurnison était trop têtu pour envisager une retraite. Entre deux foulées, Whitrum souffla de ne pas sous-estimer les qualités des elfes. Intrigué, Gotrek lui demanda s'il en avait côtoyé beaucoup. Le Longue-Barbe répondit avec un brin de nostalgie. Il y a fort longtemps, il avait compté parmi ses amis un prince des elfes noirs. Pas si longtemps que ça, grogna Gotrek. De son temps, aucun nain digne de sa barbe ne se serait abaissé à cela. Pour réponse, Whitrum afficha son sourire énigmatique habituel. Malnette sentit la colère monter. Elle peinait à respirer, transie de froid, tandis que ces deux-là bavardaient comme de vieux camarades en pause déjeuner. Elle demanda quelle distance restait-il jusqu'aux clairières sacrées, lorsqu'un sifflement fendit l'air. Instinctivement, la Khainite plongea sur le côté, tandis qu'une flèche se fichait dans un tronc gelé. L'arme était étrange, une simple branche tordue, encore ornée de jeunes feuilles. Elle n'aurait jamais dû pouvoir voler droit, et pourtant, la volonté de la forêt l'avait guidée. D'autres flèches suivirent. Malnette sprinta, dépassant Gotrek qui, loin de s'inquiéter, se contenta de grogner et de lever sa hache. Plus de fuite alors, déclara-t-il. Malnette s'emporta. Ce n'était pas le moment. Même Gotrek ne pouvait pas tuer une forêt entière. Le tueur accepta ce défi. Whitrum cria qu'il devait atteindre le refuge de Rufgael. Il restait un dernier effort à faire. Gotrek hésita, puis abaissa sa hache et reprit sa course tout en menaçant de changer d'avis. Malnette jeta un regard en arrière et son estomac se serra. La forêt grouillait de silhouettes vengeresses et elle gagnait du terrain. Elle ouvrit la bouche pour avertir les autres, mais un cri de surprise lui échappa lorsqu'elle sentit des bras la soulever brusquement. Whitrum l'avait saisie, provoquant la colère de l'elfe noir. Un peu d'indignité valait mieux qu'une mort certaine, rétorqua le nain. Les protestations de Malnette furent étouffées par les secousses du duardin qui courait, la portant comme un vulgaire sac de butin. Furieuse, elle leva les yeux et regretta aussitôt. Les ombres enragées les rattrapaient. Whitrum grommela. Évidemment, on ne distançait pas les sylvanettes sur leur propre terrain. Alors pourquoi courir, demanda Malnette. Le nain aurait pu au moins lâcher cette maudite pipe. Whitrum se contenta de sourire, soufflant une nouvelle bouffée de fumée. L'elfe fixa droit devant, cherchant désespérément une issue. Whitrum pensait-il qu'il ne chassait que Gotrek, demanda-t-elle, songeuse. Le nain lui demanda si elle songeait à le laisser derrière. Était-ce surprenant, répondit Malnette. Seulement qu'elle ne l'ait pas encore proposé, rétorqua le duardin. La Khainite serrait les dents, exaspérée par la situation. Si elle ne tenait pas tant à l'artefact enfoui dans la chair du tueur nain, elle aurait volontiers livré Gotrek et Whitrum à Kernot lui-même. Mais l'heure n'était pas aux lamentations. Gotrek, plusieurs mètres devant elle, cria un avertissement. Un arbre semblait s'animer, mais ce n'était pas lui qui bougeait. C'était une immense créature sylvestre, un sylviarque qui écartait un tronc pour avancer. Gotrek, mal orienté, n'eut pas le temps d'esquiver lorsque le géant lui asséna un coup titanesque. Projeté en arrière, le tueur alla s'écraser face contre un arbre. Malnette ne put réprimer un sourire satisfait. Que les sylvanettes veuillent tuer Gotrek ou tout le groupe importait peu, tant que la mort du nain survenait en premier, cela servirait ses intérêts. C'était tout ce que son adversaire avait, grogna Gotrek en se redressant tant bien que mal. Le sylviarque s'approcha lentement tout en chantant d'une voix profonde de tenir le nain. Les branches de l'arbre contre lequel Gotrek s'était heurté s'animèrent, enserrant ses membres et l'immobilisant. Du sang coula de ses poignets et de ses chevilles alors qu'il luttait en vain. La voix du sylviarque résonna. Ce bosquet était sous la protection de la reine radieuse. Dans son sommeil, la maîtresse de la chasse l'avait appelé. Les intrus n'étaient pas les bienvenus ici. Était-ce la Rufgael demanda Malnette. Whitrum répondit que non, seulement l'un des jeunes sylviarques, et il n'était pas seul. Malnette suivit son regard et vit une silhouette familière émerger des ombres. Durant elle, la chasseuse Kurnoti approchait, une épée flambante neuve à la main. Derrière elle, une horde de dryades aux ramures gelées bruissait dans l'obscurité. Tous les enfants du royaume sylvestre entendaient le chant de la reine éternelle, proclama Druantel. La chasse sauvage était lancée. Malnette remarqua qu'ils étaient encerclés. En tapotant l'épaule de Whitrum, elle demanda à descendre. Le duardin la reposa et elle tira ses couteaux. Un plan, demanda-t-il. Couper la tête de la Kurnoti et l'offrir à Kain, répondit l'elfe. Whitrum brandit son arme. Malnette jeta un œil à sa hache et hocha la tête. C'était une belle arme pour un vieux duardin. Elle appartenait à un ancêtre lointain, répondit-il.
Sans perdre de temps, Malnette bondit dans la mêlée. Aussitôt, une dryade se jeta sur elle. Elle esquiva en roulant sous son bras tendu. Une seconde l'attaqua, mais elle repoussa la créature d'un coup de pied avant de se faufiler entre elles. Druantel l'observa avec mépris. Il n'y avait pas de victoire possible pour la fille de l'ombre ici. Son dieu était mort et brisé, tandis que celui de la dryade vivait et guidait la chasse sauvage. Kane n'était pas mort, répliqua Malnette. Chaque vie qu'elle prenait en son nom nourrissait son cœur de fer. Elle bondit sur la Curnoti, ses lames dansant dans la lumière glacée. Elle frappa à plusieurs reprises, mais l'armure de bois de Druantel encaissa les coups. Puis, la chasseuse riposta d'un revers d'épée. Malnette esquiva de justesse, bondissant en arrière et lançant un couteau qui se ficha dans la bouche de la Curnoti. Mais le bois était trop dur. Elle s'écorcha les doigts en frappant. Druantel arracha la lame avec dédain et la jeta au sol. L'elfe noir sentit le doute l'envahir. Gotrek n'avait pas réussi à battre la chasseuse, alors comment pourrait-elle le faire? Elle avait déjà affronté le nain 2 fois par le passé et avait failli le tuer, mais cela remontait avant qu'il ne porte la rune maîtresse. Malnette cria Whitrom. Derrière elle, le tueur. Elle se retourna et vit Gotrek lutter contre ses entraves végétales, mais un changement était en train de s'opérer. Le torse du nain brûlait d'une lueur rougeoyante, la rune maîtresse s'embrasait. Une voix caverneuse résonna dans l'air. Fromundar, Doom, Grimnir, or Onavdoom. Les dryades hurlèrent en panique, la voix de la rune maîtresse troublant leur chant de guerre. Même Druantel et le Sylviarque vacillèrent, perturbés par cette puissance antique. Gotrek rugit, ordonnant qu'on le relâche. Les flammes jaillirent de son torse, gagnant ses bras, son cou, son visage. Il ne montra aucun signe de douleur. Il n'était plus simplement Gotrek Gurnison, mais un vaisseau de la puissance ancestrale. Il hurla à la chasseresse et aux démons de la forêt de venir à lui. Il avait déjà marché vers son destin auparavant, au-delà du chaos lui-même. L'arbre qui le retenait s'embrasa d'un coup, et le Sylviarque hurla dans un cri aigu. Malnette sentit une onde de choc dans l'air. La chanson de guerre des Sylvanettes venait de se briser. Druantel scrutait la scène, une expression d'horreur gravée sur son visage de bois. Le Duardin dégelait la forêt. Il fallait faire taire son chant vite, avant qu'il ne soit trop tard. Autour de Malnette, le chant de guerre sylvanette s'amenuisait, remplacé par de nouveaux sons. Le croissement de corbeaux, le bourdonnement d'insectes et le lent écoulement de la neige fondant sur les branches. Puis, une odeur immonde s'insinua dans l'air, comme si elle avait été précipitée tête la première dans une fosse à purin. Elle étouffa en haut le cœur, des souvenirs remontant à la surface. Ses premières années comme acolyte du Keilbron, alors qu'elle nettoyait les cellules des maîtres Drake, mais en 100 fois pire. Elle porta une main à sa bouche pour ne pas vomir. Soudain, avec un bruit mou semblable à une bouse fraîche s'écrasant au sol, une silhouette émergea du dégel. C'était un homme, ou du moins ce qu'il en restait. Il semblait à quelques heures de la mort, et pourtant, une vitalité malade et insidieuse irradiait de lui. Sa peau était pâle, teintée d'un vert maladif, suintant de sueur fétide. Sous un tricorne élimé traversé d'une plume flétrie, des mèches collantes pendaient sur son crâne. Un de ses yeux était laiteux et aveugle, tandis que l'autre brillait d'une lueur folle. Il prit une longue inspiration, sifflante, et tapa sur sa poitrine. Une nuée de mouches grasses jaillit de sous son manteau de brocart moisi. Il s'exclama que c'était là le parfum de Giran en pleine floraison, luxuriant et généreux. Un minuscule Nurgling, coiffé d'un casque cabossé, lâcha un paix humide d'approbation. Le nouveau venu poursuivit. Quel bonheur d'être chez soi, au milieu des senteurs flatulentes de la nature en épanouissement. Whitrom s'étouffa presque en parlant, pressant sa barbe contre son nez. Algur trois doigts, par sa barbe, il était en vie. Le chevalier pestiféré afficha un large sourire. Il semblerait qu'il était encore dans les mémoires. Il demanda au Nurgling d'étirer donc ses doigts pour jouer un air en accord avec sa bonne humeur. Le Nurgling sortit un minuscule violon et commença à en tirer un air entraînant. Malnette se sentit immédiatement nauséeuse. Sa gorge s'encombra de mucus, une fièvre brûlante s'installant derrière ses oreilles et son front. Puis, le pestiféré s'inclina devant Gotrek en ôtant son tricorne dans une révérence grotesque. Il se présenta, Sire Algur trois doigts, chevalier lépreux de l'ordre du désespoir, à son infect service. Cet hiver cruel avait freiné sa divine contagion, mais ce dégel la libérait enfin. Il servait les desseins du grand-père sans même le savoir, et pour cela, il les applaudissait. Il remit son chapeau en place et tapa des mains. Jarro, le Nurgling, accéléra aussitôt son jeu de violon, l'air devenant encore plus écœurant. Malnette suffoquait, les yeux en feu, peinant à voir ou même à se soucier de ce qui se passait autour d'elle. Partout dans la forêt, des silhouettes déformées et flasques apparaissaient, traînant dans la neige fondante avec des bruits de succion. La forêt chanta désespérément de fuir et de se retirer au bosquet sacré, tandis qu'Algur trois doigts exultait.
Il ordonna au porteur de peste, serviteur cyclopéen du seigneur des mouches, d'avancer. La reine éternelle abandonnait son manteau de glace et leur ouvrait les bras de sa chaleur. Où était Alarielle? Elle faisait la timide, et le grand-père la désirait toujours. Malnette se souvint soudain d'un ancien récit de Witchblade. Pendant les guerres des portes des royaumes, Alarielle avait enfermé tout Ghyran dans l'hiver pour tenir à distance les horreurs de Nurgle. Aujourd'hui, elle répétait ce sort ultime pour protéger la forêt des Evergreen. Voilà pourquoi la chasseuse Kurnoti avait été si déterminée à bâtir Gotrek et ses flammes, assez désespérée pour invoquer une chasse sauvage. Druantael s'avança à grands pas vers Algur Trois Doigts. Sa silhouette était immense, dressée au-dessus des dryades en fuite. Son corps vibrait sous la puissance d'un chant que seule elle pouvait encore entendre. Pour Kurnot et la reine éternelle, la tête de la pourriture ambulante était à elle. Le chevalier pestiféré éclata de rire. Qui était donc ce Kurnot? Un chien mal dressé? Un prétendant indigne d'une reine aussi fertile? Mais qu'elle n'ait crainte, le grand-père lui offrirait une cage en argent terni, où elle pourrait chanter de douloureuses élégies tandis qu'il préparerait la mixture qui submergerait ce royaume. D'un geste exagéré, il tira son épée, une fine épée d'escrimeur, toute rongée de rouille et émoussée. Était-ce donc un duel qu'ils allaient livrer? Une joute entre égaux pour la main de sa divine dame? Il ne connaissait ni peur ni douleur, et en tant que chevalier lépreux de l'ordre du désespoir, il était un bretteur sans égal dans les royaumes mortels. À cet instant, une explosion retentit du côté de Gotrek. Le sol trembla, les flammes qui le recouvraient s'intensifièrent alors qu'il arrachait ses bras des branches brûlantes. Dans un carnage aveugle, il tailladait aussi bien les démons pestiférés que les sylvanettes en déroute. Sa hache avait soif, hurla-t-il. La voix de la rune résonna dans la tête de Malnette. Que pouvait-il y avoir de plus puissant qu'un hiver divin? La fureur brûlante d'un autre dieu. Kain lui vienne en aide, elle commençait à penser comme ce crétin illuminé de brodure. Mais cela expliquait pourquoi tant de factions cherchaient à s'emparer de la rune Unbaki. Sir Algur s'arrêta net, toussa bruyamment, et s'inclina. Il voyait que la chasseresse était déjà bien occupée. Il fit un salut rapide à Druantael, une autre fois peut-être, puis il claqua des doigts. Le Nurgling cessa aussitôt son jeu infernal. La mélodie atroce s'évanouit, laissant un silence chargé de miasmes. Sir Algur sourit une dernière fois, enleva son chapeau, et s'effondra en un amas grouillant de verre, accompagné d'une seconde flaque plus petite là où se trouvait Jarro. Leurs formes humaines persistèrent un instant, puis les masses visqueuses rampèrent dans l'humus, disparaissant dans la forêt. Malnette plaqua une main sur son visage pour ne pas suffoquer. De l'autre, elle s'agrippa à un arbre pour ne pas tomber sous le vertige. Whitrum grogna, le pestiféré avait raison, il était temps de partir, et vite. Et pour Gotrek et pour la rune, demanda Malnette. Le Duardin la tira brusquement vers les ombres. Elle ne comprenait pas. C'était précisément Gotrek qu'il devait fuir. Malnette fuit à travers une forêt qui semblait pourrir sous ses yeux. Partout autour d'elle, les sylvanettes et les démons de Nurgle s'affrontaient dans des combats acharnés. Les esprits sylvestres tentant désespérément de repousser la souillure pestilentielle qui dévorait leur domaine. Derrière elle, à une distance rassurante, les secousses sporadiques du sol indiquaient que Gotrek continuait son carnage aveugle, frappant sans distinction elfes et démons. Juste une autre journée en compagnie de Gotrek Gurnison, pensa-t-elle avec amertume. Whitrum, derrière elle, lui demanda de ralentir. La forêt se transformait en bourbier, et ils n'avaient pas tous la même légèreté. Il extrayait péniblement sa botte du sol gorgé d'eau lorsqu'un porte-peste surgit à ses côtés. D'un coup sec, Whitrum fendit la créature en deux. Son visage, pâle comme sa barbe, se tordit de dégoût. Fait incroyable, ces démons puaient encore plus en mourant qu'en vivant, souligna-t-il. Devant eux, un essaim de dryades barrait le chemin. Malnette jeta un regard à gauche, puis à droite. Aucune échappatoire. Les esprits sylvestres surgissaient d'arbre en arbre, aussi rapides que des ombres. Par la sanglante sorcière, maugréa-t-elle. Pourquoi s'acharnait-il encore sur eux alors que des démons souillaient leur forêt? L'hiver était tout ce qui protégeait leur domaine de la pourriture de Nurgle, expliqua Whitrum. Du moins, jusqu'à ce que Gotrek le dégèle. Comme pour confirmer ses paroles, une explosion embrasa le ciel au-delà des branchages. Un instant plus tard, la terre trembla alors que résonnaient les cris de rage de Gotrek. Face au mur de dryade, Malnette réagit instantanément. Un couteau jaillit de sa main gauche, puis un second de la droite. Tous deux se fichèrent dans l'écorce, mais les dryades qui se jetaient sur elle ne ralentirent pas pour autant. Elle jura et dégaina de nouvelles lames. Avant Gotrek, elle n'avait jamais eu à s'inquiéter d'être à court de couteaux. Désormais, la corruption s'étendait librement, poursuivit Whitrum. Il craignait qu'elle ne rende ses esprits fous. Malnette accéléra, bondit au-dessus d'un étang croupissant et atterrit en pleine poitrine d'un sylvanette. La créature s'écrasa au sol sous l'impact.
Peut-être ne pouvait-elle pas saigner, mais la dryade tombait comme le plus maladroit des idiots, murmura-t-elle en souriant. La dryade tenta de la gripper, mais d'un coup de talon, elle lui écrasa le crâne. Le craquement du bois résonna sous son pied, et la créature cessa de bouger. Un instant, elle se surprit à espérer que sa maîtresse puisse la voir combattre les filles d'Alarielle à main nue. La dame Witchblade s'était toujours désespérée de son goût pour les défis téméraires. Malnette sourit à ce souvenir, puis son expression s'assombrit. La sorcière avait aussi eu bien d'autres appétits qu'elle avait trouvés tout aussi détestables. Elle ordonna à Whitrum de s'occuper des sylvanettes et de lui laisser les porte-pestes. Comme au bon vieux temps acquiesça le nain. Malnette n'avait pas la moindre idée de ce dont il parlait. Devant elle, un porte-peste barbotait dans la fange jusqu'à la taille, un sourire grotesque fendu sur son visage putréfié. Le démon commença à demander quel pâle délice le talisman de Malnette découvrait-il, avant d'hurler de douleur. Malnette retira son couteau de l'unique œil du démon, savourant la manière dont il se dissolvait en amas de chair fumante. Voilà qui était mieux. Avec une précision méticuleuse, elle essuya la lame sur sa cuisse. Forgée en célestium et trempée dans le poison des lèvres de la sorcière d'Azir, elle pouvait tuer même ceux qui ne pouvaient pas mourir conventionnellement. Elle avait gardé cette dague particulièrement pour quelqu'un de spécial. Soudain, un hurlement de Gotrek retentit, indiquant que sa hache avait soif. Whitrum tira Malnette par le bras. Il devait avancer. Gotrek s'occupait des choses parfaitement bien en juger par le bruit qu'il faisait. L'elfe répondit que ce n'était pas le bien-être de Gotrek qui l'inquiétait. Seulement, si elle partait sans cette rune, elle pouvait dire adieu au mince espoir de revoir Azir un jour. Une nouvelle détonation embrasa la cime des arbres, mais cette fois le son semblait plus lointain, comme si la rune avait déjà déversé l'essentiel de sa colère, et ne lançait plus que des éclats erratiques avant de se calmer. Gotrek hurla, sa voix était presque redevenue la sienne. Malnette attendit, tout en tendant l'oreille. Aucun écho métallique ne vibra dans son esprit. Quelle que soit la puissance qui l'avait possédée, elle semblait s'être repliée dans la rune. Le bosquet de Kuetner était par là, dit Whitrum toujours en l'entraînant. C'était là-bas que se dirigeait Algur Trois-Doigts et ses démons, le dernier bastion de l'hiver dans cette forêt, et il avait ramené Gotrek ici. Il secoua la tête, le visage assombri. Tout ça, ce désastre, c'était sur sa barbe. Soudain, ils entendirent derrière eux un bruit de succion dans la boue. Quelque chose bougeait à travers les feuillages secs. Malnette se dégagea d'un geste fluide et leva son couteau, prêt à frapper. Puis elle baissa son arme. Le tueur les fixait, couvert de boue et de sang séché. Il leur tournait le dos 2 minutes et ses compagnons partaient sans lui. Malnette demanda ce qui lui était arrivé, mais le nain ne voulait pas en parler. Elle posa une main sur son bras et jura. Il était glacé. Gotrek grogna, refusant de reconnaître son état de faiblesse. Le jour où un nain frissonnerait alors qu'une elfe gambadait en petite tenue de cuir, ce serait le jour où il se raserait la barbe et se ferait appeler un. Il éternua bruyamment avant de conclure d'un ton misérable. Un gobelin. Il renifla avec dégoût et se frotta le nez du revers de la main. De la sorcellerie maléfique sans aucun doute, de la magie de glace, ou pire, de la nécromancie. Il plissa les yeux, scrutant les ombres entre les arbres. Voyait-il des démons de Nurgle se battre contre des dryades? Malnette confirma, et le nain demanda dans quel camp se trouvait-il. Aucun, répondit l'elfe, il quittait cet endroit. Si Gotrek devait enfin mourir, le moins qu'il puisse faire pour Malnette était d'aller le faire loin de cette bataille. Si ses supérieurs ne voulaient pas que les Unback aient leur rune maîtresse, alors il pouvait être sûr qu'ils ne voulaient pas qu'Algur Trois-Doigts ou Druantael la trouve sur son cadavre. Gotrek, buté, refusa net. Ils étaient venus dans cette maudite forêt pour ses haches, il obtiendrait les réponses du vieux barbu et de son fichu arbre, même s'il devait les arracher à ses branches ensanglantées. Malnette soupira et fit remarquer au tueur qu'il tenait à peine debout. Tout en les guidant, Whitrum intervint. D'un geste mesuré, il défit la lourde cape rouge qu'il portait et la jeta sur les épaules du tueur. Presque aussitôt, la couleur revint sur le visage de Gotrek et son frisson cessa. Il s'apprêtait à protester, à affirmer qu'il n'avait pas besoin d'être materné comme un enfant, mais le regard appuyé de Whitrum l'arrêta. Ce n'était pas une cape ordinaire, remarqua Gotrek. Un vieux cadeau, celui d'une dame, répondit Whitrum avec un sourire en coin, et il comptait bien la récupérer. Avec une moue renfrognée, Gotrek s'en débarrassa et la rendit, tentant de masquer sa réticence derrière son habituel air maussade. Malnette remarqua que la forêt pourrissait sous leurs pieds. Comment Whitrum pouvait être certain que c'était le bon chemin? Ce dernier s'expliqua. Comme il l'avait déjà mentionné, la dernière fois qu'il était venu, le lieu était un marais. Désormais, il commençait à nouveau à ressembler à quelque chose de familier. Gotrek s'avança, l'air un tantinet moins proche de s'effondrer qu'un instant plus tôt. Malnette le suivit en soupirant. Elle venait à peine de faire quelques pas, lorsqu'elle réalisa que Whitrum n'était plus avec eux. Elle se retourna et le vit, enfoncé jusqu'aux genoux dans la boue, tentant de dégager l'une de ses jambes.
le nain cria qu'il était coincé. Or, c'était pire que ça. De petites bulles remontaient à la surface autour de lui, éclatant doucement entre ses jambes. Il s'enfonçait. Malnet hésita un instant, se demandant si cela valait la peine de lui signaler. Gotrek grommela à Whitrum d'arrêter de gigoter, cela ne faisait qu'empirer la situation. Facile à dire, répliqua Whitrum. Le tueur avança dans la boue, jusqu'à s'y enfoncer presque autant que Whitrum. Malnet sentit une brève panique la saisir. S'il coulait, la rune maîtresse coulerait avec lui. Mais en observant son pas mesuré et la prudence inhabituelle avec laquelle il progressait, elle se détendit légèrement. Arrivé aussi près que possible du vieux Duardin, Gotrek attrapa une branche surplombante, tira dessus pour tester sa solidité, puis tendit la main aux longues barbes. Whitrum balança un bras, échoua à 2 reprises avant de finalement accrocher ses doigts à ceux du tueur. Gotrek serra la prise, contractant ses muscles massifs. La boue suintait entre leurs doigts alors qu'il tentait de tirer le vieux nain hors du bourbier. Malnet croisa les bras. Elle railla Gotrek. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Il lui avait déjà lancé une enclume de pouvoir à la figure pourtant. Le Duardin rétorqua qu'il aimerait bien voir l'elfe à sa place. C'était à cause de cette foutue rune. Elle l'avait complètement épuisé. Whitrum, lui, venait seulement de comprendre la gravité de sa situation. Il continua à s'enfoncer. Il jeta un regard paniqué à Gotrek en lui demandant de tirer plus fort. Malnet bondit de l'autre côté du marécage et dit à Whitrum de lui donner son autre main. Le tueur grommela qu'il n'avait pas besoin de son aide. Il avait la situation en main. L'elfe noir releva que le moment était mal choisi pour laisser parler sa fierté. Whitrum aboya à Gotrek de lui donner cette foutue main, la panique perçant enfin dans sa voix. Soudain, un craquement discret résonna. Une longue branche se tendit doucement au-dessus de Malnet, s'étendant vers Whitrum. Le Duardin écarquilla les yeux en voyant Druantel lui offrir sa main sylvestre. Gotrek, lui, ne broncha même pas. Malnet supposa qu'après des siècles à voir le monde tenter de le tuer, il ne prenait plus ce genre d'événement comme une affaire personnelle, ni comme une fatalité. Elle-même avait essayé de le tuer, et même maintenant, elle essayait encore. Cette pensée ne lui plaisait pas. Gotrek raffermit sa prise sur Whitrum. « À 3 donc, arbre vivant, grogna-t-il. » Durantael serra la main du Duardin, et les muscles de Gotrek se tendirent. Malnet balaya les environs du regard, captivée par ce qu'elle voyait. Elle avait entendu d'innombrables récits sur les sentiers spirituels des Sylvanettes, ces passages mystiques permettant aux créatures sylvestres de traverser de vastes distances entre leurs territoires tout en échappant aux assassins envoyés pour les traquer. Mais elle n'aurait jamais imaginé en voir un de ses propres yeux. Ces chemins secrets, invisibles aux non-initiés, n'étaient accessibles qu'aux Sylvanettes, et seuls eux pouvaient les parcourir sans danger. Le sentier devant elle ressemblait à une simple piste forestière, mais elle ne s'y laissa pas tromper. Tout dans cet endroit dégageait une étrangeté envoûtante. Les feuilles des arbres étincelaient d'un vert surnaturel, plus éclatant que tout ce qu'elle avait jamais vu. Parfois, entre les frondaisons denses, un fragment de ciel apparaissait, mais il était d'une intensité troublante, presque insoutenable à contempler. L'air, saturé du parfum sucré de la sève et des fleurs sauvages, était si capiteux qu'il en devenait presque enivrant. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches sous leurs pas s'intégrait dans une harmonie plus vaste, une immense symphonie vivante, le grand chant de Giran. Soudain, Gotrek, agacé, donna un coup sur la rune gravée dans sa poitrine, pestant contre le fait qu'elle se mettait à parler dans une langue obscure. Malnet, songeuse, réalisa alors qu'elle l'avait déjà entendu murmurer auparavant, mais seulement après que le nain se soit enivré jusqu'à l'inconscience. Le tueur se moqua du phénomène, ricanant que les dieux aimaient trop s'entendre parler. Durantael confirma à Whitrum qu'ils empruntaient bien un sentier spirituel et que la rune de Gotrek réagissait à la magie de sa déesse. Le tueur grogna tout en tapotant son torse, comme s'il cherchait à réveiller la rune. Malnet, amusé, compara Gotrek à un apprenti géniant à l'idée d'être sacrifié. Alors qu'ils poursuivaient leur marche, Whitrum se tourna vers Durantael et avec reconnaissance remercia la maîtresse de la chasse pour son aide. La Sylvanette s'arrêta un instant, son regard impassible braqué sur lui. La forêt avait entendu le regret du vieux nain. Ils n'étaient cependant pas amis et le temps du jugement viendrait. Mais en cet instant, ils avaient un ennemi commun. Pour Whitrum, peu importait la raison, il était tout de même reconnaissant et n'avait aucune envie de finir comme un nouvel ornement dans le jardin de Nurgle. Peu à peu, le paysage changea imperceptiblement. Ce fut d'abord le sol qui se modifia. Sous leurs pas, le craquement sec des feuilles mortes laissa place à une surface plus molle, plus humide. L'air auparavant sucré devint peu à peu âcre et nauséabond. Une morsure glaciale s'installa dans l'atmosphère, faisant frissonner Malnet. Devant eux, les arbres étaient immenses, leurs troncs espacés comme s'ils siégeaient en un conseil solennel. Mais leur apparence avait quelque chose d'anormal. Leur écorce fine et translucide évoquait la fragilité de sculptures de glace, comme celles ornant les jardins hivernaux des nobles d'Aziraim.
Il ne faisait aucun doute qu'ils avaient atteint le cœur de l'hiver enchanté. Peut-être même était-il arrivé au domaine de l'ancien Rufgael, la destination de la quête insensée de Gotrek dans les bois Nevergreen. Malnet se dissimula derrière un feuillage givré et aperçut alors une bande de porte-peste, des créatures pestilentielles, toussant et crachant, occupées à frapper la glace recouvrant les arbres. Sir Algur Trois-Doigts arpentait les lieux en récitant une tirade grandiloquente, persuadé que sa reine se cachait dans l'un de ses arbres. Il clamait vouloir l'honorer avant de l'offrir à Nurgle, le grand-père de la pestilence. Malnet constata que les démons semblaient absorbés par leurs tâches et suggéra à voix basse qu'il pourrait les contourner discrètement. C'était sans compter sur Gotrek, qui surgit brusquement des forêts en hurlant un défi tonitruant. Il déversa un flot d'insultes colorées, traitant les porte-pestes de gargouilles moisies et de carcasses putrides, les sommant de venir affronter sa hache s'ils en avaient le courage. Druantael, loin d'être décontenancé, souffla dans sa corne puis avança entouré de ses guerriers Kurnoti. Les Sylvanettes se déployèrent avec une grâce inquiétante, ignorant les vociférations de Gotrek. Malnet leva les yeux au ciel devant tant de folie. Les porte-pestes, eux, réagirent avec une lenteur stupéfiante. Pendant que Gotrek fulminait, Druantael s'avança vers un arbre gelé et entonna un chant puissant. Sous son appel, le tronc trembla, des éclats de glace tombèrent en pluie scintillante et la magie ancienne reprit vie. Elle invoqua ainsi les sylviarques assoupis, appelant Glatner, Curonlaer et d'autres protecteurs sylvestres à s'éveiller sous l'ordre d'Alariel, la reine éternelle. Avec un cri de guerre, elle fendit un porte-peste d'un seul coup de lame. Sir Algur s'indigna de l'arrivée d'intrus dans ce qu'il considérait comme le bosquet sacré de sa dame. Avec une exubérance théâtrale, il dégaina son épée rouillée en lançant un défi aux gigantesques sylvanettes qui s'avançaient. Derrière son air de bouffon, Malnet savait que cet homme avait commis des horreurs dans la forêt des Nevergreen. Ordonnant à son ménestrel démoniaque Nurgling de jouer une mélodie qui attisait sa colère, Algur se précipita avec joie dans la mêlée, fendant les rangs des chasseurs Kurnoti. Whitrom cria qu'il s'occupait du chevalier pestilentiel. Cependant, Gotrek hurla aussitôt qu'il était à lui. Malnet, de son côté, ne tenta même pas de dissuader Gotrek, sachant d'avance que cela serait futile. Le tueur, enragé, traversa une cascade glaciale qui le trempa entièrement sans refroidir en rien sa détermination. Son immense hache ardente s'abattit sur l'épée d'Algur. Des flocons de rouille s'échappèrent de l'arme du chevalier de la peste, mais contre toute attente, il parvint à contenir la puissance du tueur nain d'une seule main. Avec un sourire suffisant, Algur se moqua de lui, le qualifiant de pyro-tueur affaibli par le froid. Gotrek rétorqua qu'il n'en était pas un, mais quelque chose n'allait pas. Il manquait cruellement de force. Algur tenta alors de le séduire par la fatalité, lui promettant que l'hiver maudit d'Alariel ne l'affecterait pas s'il acceptait l'étreinte de Nurgle. Le nain frappa de nouveau, mais une aura pestilentielle émanant du chevalier semblait drainer sa force. Pendant ce temps, Jarro jouait une mélodie discordante et oppressante, ralentissant le combat et accablant les combattants de lourdeur et de lassitude. Malnet, Whitrom et les Sylvanettes peinaient autant que les démons, tous engourdis par la mélodie maudite. Gotrek, à bout de souffle, bloqua avec difficulté une attaque d'Algur. Ce dernier lui asséna une remarque sarcastique tout en lui infligeant une entaille sur le front. Mais Gotrek, au lieu de réagir avec colère, sombra dans une torpeur inhabituelle. Il se remémorait les moqueries des autres tueurs qui le considéraient comme maudit, incapable de trouver sa propre fin. Il se demanda alors, après cet hiver, s'il ne ferait pas mieux d'abandonner sa quête, de retourner sur une colline isolée près de Hammerhall, d'y bâtir un hall et d'élever des chèvres, plutôt que de poursuivre une mort qui ne viendrait jamais. Algur enfonça le clou en lui offrant un avenir au sein de l'ordre du désespoir, l'invitant à accepter l'inévitable. Malnet, témoin de la scène, réalisa avec horreur que Gotrek était en train de succomber. Elle tenta de lever son couteau, mais son bras était aussi lourd qu'une lame de Kurnoti. Le sort du ménestrel l'affectait elle aussi. Son esprit s'embourba dans le doute. Pourquoi s'était-elle autant battue pour rentrer à Aziraim? Y retourner ne signifierait-il pas simplement affronter des ennemis cachés derrière des sourires hypocrites, dépendre des caprices de Gotrek et risquer de tout perdre encore une fois? Ne serait-il pas plus simple de s'asseoir ici et d'attendre la fin? Ou mieux encore, d'abréger elle-même son existence? Le regard fixé sur son couteau forgé en célestium, béni par la sorcière d'Azir, elle tenta de le porter à sa gorge, mais même cela lui était impossible. Dans un ultime sursaut de volonté, elle hurla et lança la lame. Elle ne savait même pas si elle avait visé Algur ou Gotrek, mais la dague frappa Jarro, le petit ménestrel démoniaque qui s'effondra en un gargouillement accompagné d'un dernier son de cordes brisées. Sir Algur poussa un cri de détresse en voyant son musicien périr. Gotrek, quant à lui, sortit brusquement de sa torpeur. Sa rage renaquit, alimentée par la perfidie perçue. Algur avait tenté d'utiliser la sorcellerie pour le faire abandonner son combat. S'il avait voulu se résigner à la mort, il l'aurait fait en noyant son chagrin dans l'alcool à Hammerhall. Pas ici, pas de cette façon. Furieux, Gotrek se jeta à nouveau sur le chevalier pestilentiel.
Cette fois, c'était Algur qui avait du mal à suivre le rythme. Il tenta encore de séduire le nain par la fatalité, arguant qu'Alarielle elle-même connaissait le désespoir et que Nurgle était le seul dieu qui l'embrassait pleinement. Le serviteur de Nurgle continuait de prendre le Duardin pour un pyrotueur. Gotrek lui hurla pour la dernière fois qu'il n'en était pas un. Sa hache fendit l'épée d'Algur en deux. La pointe brisée disparut dans les bois et le chevalier trébucha, tombant sur son arrière-train. Pourtant, même dans la défaite, il conservait une attitude détendue, comme un hôte satisfait de la fin d'un banquet réussi. Algur, souriant toujours, murmura à Gotrek d'appeler la puissance de son dieu pyrotueur une dernière fois. Il accueillait la mort, car dans les yeux de grand-père, l'acceptation était la plus haute vertu. Il pourrait dire à Nurgle que c'était un égal qu'il envoyait à lui. Gotrek rétorqua que Grimnir n'accordait aucune faveur, ni à Algur, ni même à lui-même. Avec une force inébranlable, il abattit sa hache. La lame fendit le visage du chevalier de la peste jusqu'à la base de son cou, son crâne se séparant comme un fruit pourri. Des vers et des mouches s'échappèrent en nuées. Le tueur essuya les éclaboussures de sa barbe, puis avec une dernière remarque pleine de mépris, il gronda. Il n'était pas un foutu pyrotueur. Alors que le corps d'Algur s'effondrait, une plainte funèbre s'éleva des portes pestes, emplissant la clairière d'une atmosphère de deuil. Au contraire, du côté des Sylvanettes, c'était un chant de victoire qui résonnait. Durantael et ses semblables entonnèrent un hymne vibrant, et aussitôt les arbres endormis s'éveillèrent et se balancèrent au rythme de la mélodie. Malnette, épuisée, sentit son corps lourd et engourdi. Algur et Jarro étaient morts, mais elle avait l'impression d'avoir été tirée de son lit de convalescence pour une nuit d'agonie interminable. Elle se demanda si elle avait encore la force de supporter une nouvelle épreuve. D'un coup, Durantael chanta d'une voix solennelle. Sa reine, elle arrivait. Le sol trembla. L'arbre le plus majestueux de la clairière fut soudain frappé par une détonation glaciale, et l'épaisse couche de glace qui l'enveloppait vola en éclats. Mais au lieu de retomber sous forme de simples cristaux, les fragments se métamorphosèrent en un nuage de scarabées lumineux qui prirent leur envol dans une danse éblouissante. Les insectes tourbillonnaient autour des chasseurs de Kurnoth comme une bénédiction, leur éclat vert émeraude vibrant en harmonie avec la forêt. Lorsqu'ils tombèrent sur les démons de Nurgle, ils les attaquèrent sans pitié, dévorant leur chair corrompue et ne laissant derrière eux que des mares de boue fertile. De ces flaques naquirent instantanément de nouvelles formes de vie, proliférant avec une vitalité effrénée. Au centre de la manifestation, Gotrek se tenait, imposant et inflexible, le poing crispé sur son immense hache. Pas un seul de ces scarabées ne se risquait à effleurer son crâne ensanglanté. Malnette observa avec émerveillement, tandis qu'une partie du nuage d'insectes se séparait du reste et se condensait au-dessus de Gotrek. Devant ses yeux, ils se réarrangèrent en une forme titanesque, celle d'une femme. L'elfe noir resta abasourdi. L'apparition était si belle. Jamais Malnette n'aurait cru que son service au dieu à la main sanglante l'amènerait à se tenir face à une déesse. À côté d'elle, Withrum marmonna à Gotrek de se mettre à genoux, mais le nain ne bougea pas. Alarielle, la reine radieuse, flottait devant eux, formée d'innombrables créatures ailées. Son apparence changeait à chaque instant, chaque mouvement d'un scarabée modifiant la lumière et l'aspect de son être. Lorsqu'elle parla, sa voix fut tout ce que Malnette avait pu imaginer, belle et terrifiante à la fois, ancienne et pourtant toujours renouvelée. Chaque feuille, chaque souffle de vent dans la clairière résonnait de son timbre divin. Alarielle remarqua que Gotrek ne s'inclinait pas. Le tueur prit une seconde pour réfléchir, puis répondit d'un ton bourru y avoir pensé. Mais s'il s'inclinait devant Alarielle, qui d'autre allait attendre le même traitement? Teclis, il aimerait certainement ça. Il cracha au sol. Malnette fut horrifié par son impudence, mais à sa grande surprise, la déesse semblait sourire. Le nain poursuivit. Pour les autres, elle était une déesse, et il était normal qu'il la respecte. Mais lui, il secoua tristement la tête. Il ne savait pas encore quoi en penser, que ce soit d'Alarielle ou de lui-même. Alarielle répondit, sa voix prenant cette fois le ton profond et implacable de racines perçant la pierre. Cette forêt faisait partie d'elle, ces montagnes faisaient partie d'elle. Elle et Gotrek étaient séparés par des mondes entiers. Elle aurait pu mettre fin à sa vie d'un seul vers de son chant. Gotrek haussa les épaules. Peut-être. Withrum, nerveux, tenta d'intervenir, indiquant qu'il cherchait l'ancien Rufgael. Il jeta un regard inquiet vers Gotrek, même si certains d'entre eux avaient parfois envie d'affûter leur hache sur une déesse si l'occasion se présentait. Malnette, exaspéré, soupira. Gotrek était sans honte, absolument sans honte. La reine éternelle continua. Elle connaissait la quête du tueur. Elle savait ce qu'il cherchait. Elle savait aussi que ce que Gotrek désirait et ce qu'il trouverait ne serait pas la même chose. Elle annonça que Rufgael était parti. C'était pour cela que sa clairière était tombée. C'était aussi pour cela qu'Alarielle avait dû semer cette graine elle-même et l'envelopper d'un hiver magique. L'ancien était parti pour la même raison qui avait ramené Algur Trodois. La tour d'argent de Xergerael était apparue dans le royaume de Jade,
au même moment où le Seigneur Gris lançait son assaut sur la ville de Sigmar en Aqshy. Malnet était figée. Jamais elle n'avait été aussi terrifiée de toute sa vie. Pourtant, elle était incapable de détourner le regard, incapable même de cligner des yeux. Alarielle s'adressa à Druantael. La chasseuse de Kurnod s'agenouilla immédiatement la tête basse. La reine éternelle lui ordonna de guider le tueur jusqu'à la tour d'argent. Là-bas, elle chercherait Rufgael. S'il vivait encore et requérait de l'aide, elle devrait le ramener. S'il était tombé, elle devrait rapporter son amant de Thierry et le venger. Ensuite, Alarielle se tourna vers Gotrek qui lui faisait face avec son éternelle défiance. Elle ne pouvait pas lui promettre les armes de son dieu tombé, mais en suivant sa maîtresse de la chasse dans la tour de Xargerael, il trouverait ce dont il avait besoin. Puis, elle s'éloigna légèrement, ses traits changeants se dissolvant dans la lumière verte du bosquet. Gotrek pouvait considérer cela comme sa gratitude pour avoir tué Algur Trois-Doigts, et son avertissement. Il ne devait jamais revenir dans sa forêt. Dans un tourbillon d'émeraude, Alarielle explosa en une myriade d'insectes qui s'envolèrent vers les cimes, emportant avec eux son chant divin. Gotrek leva les yeux et grogna. Les dieux, toujours aussi dramatiques. Druantael resta agenouillé, oscillant légèrement. Son attitude, chez un être aussi redoutable, était presque inquiétante. La volonté de sa reine était sienne, sa voix tremblait d'émotion. Elle chercherait la tour d'argent du tyran aux 1000 yeux et découvrirait le sort de l'ancien Rufgael. Whitrom, les traits crispés, murmura avec inquiétude. Une tour d'argent. Malnet partageait son appréhension. Seule une déesse pouvait envoyer des mortels vers un tel lieu avec autant de désinvolture. Elle soupira. Elle commençait à croire que sa vie aurait été plus simple si Cain l'avait simplement prise comme épouse. Whitrom esquissa un sourire fatigué. Elle aurait été plus courte. L'elfe répliqua que ce serait peut-être préférable vu l'endroit où ils allaient. Au contraire, Gotrek affichait une humeur inexplicablement légère. Loin d'être découragé par la complexification de sa quête, il semblait même ravi à l'idée d'affronter de nouvelles horreurs. Il s'adressa à ses compagnons. Qu'est-ce qu'était donc une tour d'argent ?